Bonjour, aujourd'hui je rencontre Juline, elle est enseignante. Elle est même l'une des meilleures enseignantes du monde, elle a obtenu un prix. Dans ce podcast, elle nous parle bien évidemment de son métier, elle nous parle de formation aussi, de formation des enseignants. Elle a développé une méthode inspirée de différentes pédagogies, dont la pédagogie Maria Montessori. Dans ce podcast, elle nous donne également des conseils pour oser se lancer à réaliser des projets innovants dans l'enseignement. Ce podcast m'amène aussi à me questionner sur la légitimité qu'on apporte aux professionnels de terrain. Juline a une expérience de 15 ans sur le terrain. Elle a créé une méthodologie qu'elle enseigne à d'autres enseignants. Elle a des retours très positifs. Elle a obtenu donc le prix, le Global Teacher Prize, en 2021. Mais aujourd'hui, elle a encore du mal à faire reconnaître sa méthodologie par l'éducation nationale. Je vous laisse découvrir ce podcast. J'espère pouvoir lire des commentaires. N'hésitez pas à liker. Merci. Bonjour Juline et merci beaucoup de venir Bonjour. participer à nos podcasts pour l'Association Solaire. Je vais quand même commencer par dire que je suis super contente parce que vous faites partie des top 10 des meilleurs profs du monde 2021 sur 8000 candidats. Donc bravo, félicitations. Et comme Merci. tous les podcasts, je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Merci beaucoup. Bien, merci déjà d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Donc, Juline Anquetin-Roux, j'ai 37 ans et je fais plusieurs choses dans la vie, mais qui tournent tous autour de l'éducation. Puisque je suis professeure donc en CFA d'histoire, géographie, éducation morale et civique. Je suis aussi également professeure dans l'agence de soutien scolaire que j'ai créée, hein, qui est une auto-entreprise où j'accueille des élèves de la sixième à la terminale dans beaucoup de matières, mathématiques, philo, français, préparation aux oraux, préparation au grand oral, mémorisation, beaucoup de méthodologie. Et je forme également des enseignants partout en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, à la pédagogie que j'ai développée qui s'appelle la classe autonome. Voilà, et puis je développe beaucoup de choses sur la classe autonome. Donc, j'ai la chaîne YouTube, la page Instagram, sur laquelle je vais faire des vidéos pour expliquer cette pédagogie. Je vais faire du matériel pour aider les professeurs dans cette pédagogie qui peut être un peu chronophage. Donc, l'idée, c'est d'aider le plus possible. Chronophage parce que beaucoup de temps de préparation pour le matériel, c'est ça? Beaucoup de temps de préparation pour le matériel. Après, moi, personnellement, j'adore ça. Donc, j'ai pas l'impression de travailler quand je suis en train de créer, de découper, de plastifier. Je trouve ça assez même relaxant. Mais, mais c'est vrai que pour beaucoup de mes collègues, je comprends très bien que ce soit très, très long. Donc, si on peut déjà apporter du matériel à disposition, ben voilà, si on peut le faire, il faut le faire. Oui, bah, là-dessus, moi, je vais tout de suite rebondir, dans le sens, effectivement, dans une des thématiques de l'association solaire, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Voilà, tous ces temps de préparation qu'on fait souvent en tant que psychomote ou même dans l'enseignement avec cette classe autonome, bah, ce n'est pas inclus sur son temps de travail ou ce n'est pas forcément rémunéré. Donc, c'est vrai que quand on a une famille ou autre, ça peut être compliqué. Donc ça, est-ce que c'est repensé aussi? Comment c'est abordé dans le cadre de la formation? Parce que c'est une vraie problématique ce temps de préparation. C'est une vraie problématique, le temps de préparation. Euh, mais c'est vrai que quand on est enseignant, il est compté dans le contrat de travail. On dit toujours, il y a certaines personnes qui disent, oh là, les enseignants, de toute façon, ne travaillent pas, ils sont 18 heures par semaine, puis c'est tout. Oui, mais en fait, il y a la préparation, elle est comptée. On leur demande de préparer des choses. Donc moi, ce que je dis souvent aux enseignants que je forme, c'est tout ce temps dont vous me parlez, où vous préparez des cours magistraux, etc. Je dis, mais en fait, c'est pas assez efficace. Donc arrêtez de faire ça et prenez ce temps-là pour faire autrement, pour fabriquer autrement votre cours. Et là, vous allez sentir vraiment l'efficacité. Et ce que je dis souvent, c'est moi, je suis beaucoup moins fatiguée depuis que je fais de la classe autonome. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps en amont dans la préparation, mais quand je suis devant mes classes et quand je sors de ma journée de cours, je suis moins fatiguée parce que ça me demande moins d'énergie que d'animer une classe sur un cours ex cathedra magistral devant 30 élèves qui sont tous à des niveaux différents, qui comprennent pas à la même vitesse.
Donc, au final, la classe autonome, certes, c'est du travail en amont, mais alors après, c'est que du bonheur, hein. Et oui, c'est souvent ça. C'est une fois qu'on a des bonnes bases, après, ça me permet d'avoir plus d'interaction avec les jeunes et ça peut faciliter effectivement les Voilà. apprentissages. Mais c'est vrai que c'est du travail en amont, il faut pas le voiler, enfin, voilà, se voiler la face. Bien sûr beaucoup de travail, mais voilà, c'est notre temps de préparation, ça fait partie du métier. Et oui, super. Alors, on va commencer par parler du concours que tu as passé. C'est le Global Teacher Prize de 2021. Oui. Quelle a été pour toi, en fait, la motivation de faire ce concours? Parce que, voilà, c'était quoi la motivation de base? La motivation, c'est mes élèves en fait. C'est mes élèves qui me disent depuis plusieurs années, mais pourquoi tout le monde ne fait pas comme toi? Mais pourquoi j'ai pas toujours appris comme ça? Mais si j'avais appris comme ça depuis des années, peut-être que je serais pas dans cette filière professionnelle. C'est ça. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines d'élèves qui disent ça pendant des années et on se dit bah en fait on a un truc entre les mains qu'il va falloir diffuser. La première fois que moi j'ai vu la classe autonome devant moi, j'y ai pas cru. Enfin, je, j'avais une idée de ce que ça donnerait, mais c'est allé bien au-delà de mes espérances. Et je me suis dit, il faut absolument diffuser ce truc-là. Ça vaut de l'or. Enfin, c'est juste incroyable. Euh, mais, mais le problème, c'est que j'avais pas de voix pour porter ça. C'est-à-dire que moi, je suis professeure de CFA en province. J'ai pas les concours de l'éducation nationale et personne ne m'écoutait en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à le diffuser, j'avais les médias locaux. Les médias locaux sont venus voir, ils sont venus filmer, ils ont fait des articles sur ça, mais dès que j'essayais d'aller au niveau national, ça passait pas en fait. C'est un Donc problème l'idée de c'était si je légitime. suis bien placée, voilà, si je suis bien placée au concours, ça va faire du bruit. Et là, je vais avoir une voix et une tribune pour parler de cette pédagogie. C'était la problématique de la légitimité, le fait de ne pas avoir passé le concours, c'est ça, de l'éducation nationale? Complètement. Oui, c'est Mais ça. je l'ai encore aujourd'hui. Je l'ai encore aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à passer par l'éducation nationale. C'est-à-dire, sur le terrain, il n'y a aucun problème. Il y a des lycées, des collèges d'éducation nationale, ministère du Travail, ministère de l'Agriculture qui me demandent pour que je vienne former leurs profs. Mais dès que j'essaye d'aller en haut de l'institution, d'envoyer des lettres, etc., on me répond oui, c'est bien, on transmet, quoi. J'arrive pas à avoir quelqu'un qui vienne voir ce que je fais ou qui me reçoive pour que je puisse expliquer ce que je fais. C'est un peu plus compliqué. Mais D'accord. j'espère que ça va bouger. Je ne désespère pas que ça bouge. Oui, surtout que je pense que la classe autonome, ça répond quand même au niveau des textes de l'éducation nationale. On est toujours dans les mêmes objectifs, sauf que c'est la Ça méthode qui est répond, différente. ça répond complètement. Ça respecte Ouais. les programmes, ça respecte les référentiels, ça respecte ce qu'ils doivent apprendre à l'examen. Et c'est pour ça que c'est particulier. Mais j'ai reçu il n'y a pas très longtemps une dame qui voulait qu'on fasse un reportage pour Canopé. Donc voilà, le patron de tout ce qui est ressources à l'éducation nationale. Et elle m'a renvoyé un message en me disant, désolé, finalement, on va pas le faire parce que on a décidé de se recentrer sur, enfin, la direction a décidé de se recentrer sur les objectifs de l'éducation nationale. Et ça m'a fait beaucoup rire intérieurement parce que je me suis dit, je sais très bien pourquoi ils veulent pas qu'on le fasse. En fait, c'est parce que je suis pas estampillée, voilà, de l'éducation nationale. Ma méthode n'est pas reconnue encore aujourd'hui par l'éducation nationale. Mais en fait, tout ce que je développe, ça va répondre aux objectifs de l'éducation nationale et en plus, ça va répondre, j'en suis persuadée, à la crise de l'école qu'on vit actuellement. C'est Oui, des personnes qui ne veulent plus aller enseigner et des enfants qui sont en souffrance. oui. On est d'accord. Et justement, donc toi, une de tes solutions, ça passerait par la formation des enseignants qui n'est pas assez. Euh, Bien sûr. oui, La formation des enseignants, c'est la base. C'est la base de tout. Je veux dire, quand on balance des personnes devant des classes de 30 élèves dans des quartiers compliqués et qu'on ne leur explique pas ce que c'est que la discipline positive, qu'on ne leur explique pas ce que c'est que la dyslexie, qu'on ne leur explique pas ce que sont tous les troubles de l'apprentissage, dyscalculie, dysgraphie, etc., qu'on ne leur explique pas comment fonctionne la psychologie d'un adolescent, comment fonctionne la mémoire, la mémorisation, on a juste vérifié qu'ils connaissaient bien tous leurs auteurs ou tous leurs rois de France chronologiquement, moi, ça me pose un réel problème, en fait, parce que je vois des personnes qui sont des érudits, et c'est très bien, il faut continuer à avoir ça. Je ne dis pas qu'il faut enlever la connaissance, hein, mais il faut des pédagogues.
Il faut Oui. absolument mettre en face de ces jeunes-là des pédagogues. Or, aujourd'hui, moi, quand je vais former des profs et que je leur dis, est-ce que vous connaissez la pédagogie Freinet? Est-ce que vous connaissez la pédagogie de Montessori? Est-ce que vous connaissez la pédagogie de Crowley ou de Madame de Genlis? On me dit, non, j'ai entendu le nom, mais je suis incapable de t'expliquer ce que c'est. Et en face de moi, j'ai des gens qui enseignent depuis 10, 15, 20 ans Oui. et à qui on n'a jamais parlé de ces pédagogues-là, à qui on ne Oui. parle pas de pédagogie, quoi. Par contre, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, d'étudiants qui sont en sciences de l'éducation, qui font des licences, des masters, et qui, eux, sont en train d'écrire dans leur mémoire de fin d'études des choses sur la classe autonome. C'est complètement hallucinant, quoi. C'est-à-dire que c'est reconnu par les sciences de l'éducation, mais c'est pas reconnu par ceux qui sont censés être sur le terrain. Et oui, il y a la reconnaissance, on va dire, au niveau de la recherche, au niveau des mémoires, au Oui, niveau de la réflexion, mais ce n'est pas appliqué sur le terrain et ça pose des difficultés pour tout le monde, et pour les enfants et pour les enseignants. Parce que c'est vrai bien que sûr. les enfants, bah là, on parlait aussi des enfants en situation de handicap. Euh, Quels ont été les effets pour les enfants qui sont en situation de handicap? Et j'aurais tendance à dire, en général, c'est tous les enfants qui bénéficient des approches un peu différentes. Ça aide tout le monde dans la façon d'apprendre à apprendre, justement. Donc ça, est-ce qu'il y a eu déjà Mais des retours? oui, mais c'est complètement. Moi, c'est ce qui m'avait frappé quand j'ai découvert la pédagogie et l'histoire de Maria Montessori, en fait. C'est que c'est une dame qui avait créé cette méthode-là au départ pour des enfants qui étaient en très, très, très grande difficulté, qui étaient carrément exclus de l'école. Et à la fin, elle réussissait à avoir des résultats meilleurs que les élèves dits normaux. Et au final, on s'est rendu compte que ce qu'elle avait mis en place, ça allait aider tous les élèves. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé avec la classe autonome. C'est quelque chose qui a été mis en place pour mes élèves, moi, de CAP, qui ont un passif compliqué avec l'école, qui ont des grosses difficultés scolaires, qui ont un niveau de culture générale qui est quand même voilà, assez bas. Et, et eux, ça les a aidés, eux, mais au final, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, je l'utilise avec mes élèves en soutien scolaire, avec des terminales, pour de la philo, pour le bac de français, je forme des profs pour du supérieur avec la classe autonome, et ça cartonne. Ça cartonne. Donc, ça aide tous les élèves. Et pour les élèves en situation avec des troubles de l'apprentissage, par exemple, moi, j'ai vu des trucs incroyables. J'ai vu des élèves multidis, vraiment, c'était compliqué, en manipulant le matériel de la classe autonome, m'apprendre la chronologie des présidents de la République en un quart d'heure, quoi. Et voir dans leurs yeux d'un seul coup, mais j'y arrive, c'est génial, quoi. Je suis pas bête. Et de voir ça, c'est juste incroyable. J'ai utilisé un matériel tout simple là, pour une élève qui est dyscalculique, mais c'était le jour et la nuit. Elle ne voulait plus partir du cours. Elle a fait 50 calculs différents. J'ai pris une vidéo à l'époque pour montrer à sa maman ce qu'elle était en train de faire, quoi. Et c'était juste incroyable. Donc, parfois, c'est un changement de posture, un changement d'approche, mais parfois ça va pas très très loin, hein. C'est un truc tout bête. Moi, je vais juste découper des chiffres. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle les écrive, elle les avait sur des cartons, des petits carrés, quoi. C'est rien de fou, mais pour elle, ça a tout changé. Eh oui. Bah oui. Et c'est aussi beaucoup de l'observation des enfants. L'approche Montessori à la base, ça a été créé pour ça. Comment les enfants aussi apprennent. Et c'est finalement adapter un petit peu et leur permettre de montrer tout ce qu'ils savent faire par C'est eux-mêmes, en fait. complètement ça. C'est complètement de l'observation. Et moi, je suis capable de mettre le nom d'un élève sur tout le matériel que j'ai créé depuis 15 ans. Je suis capable de dire qui me l'a inspiré. C'est vraiment tout ce que j'ai créé, ça me vient des élèves, ça me vient de leurs difficultés, ça me vient de leurs questions, ça me vient de leurs échecs. C'est vraiment, ah non, je peux dire chaque personne, ça c'est tel élève, tel élève, tel élève. C'est pour chaque matériel que j'ai développé. Euh, et c'est ce que je reproche aussi parfois au système classique, c'est qu'en fait, on n'observe pas. C'est-à-dire qu'on part, il y a le programme, on fait, et puis c'est marche ou crève, quoi. Et c'est un peu. C'est pas partout, hein, absolument pas partout, hein. Il y a des profs extraordinaires partout qui font des choses super bien. Mais je le vois quand même régulièrement, ce système-là. En fait, moi, l'avantage que j'ai, c'est que je pense que j'ai quand même une vision assez globale de l'éducation du fait d'être et professeur en classe. Donc, je connais les enjeux et les avantages, les inconvénients d'être voilà, devant une classe de 30 élèves très hétérogène, mais je fais aussi du soutien scolaire et donc je vois ce qui arrive et ce qui se fait dans les classes de tous les lycées, de tous les collèges aux alentours de chez moi, d'élèves
en difficulté, moins en difficulté, etc. Je vois vraiment beaucoup de choses et je vais aussi former des profs, donc je vois aussi l'arrière, comment eux, ils se sentent, comment ils créent, comment ils réfléchissent. Et cette vision-là, voilà, ça permet aujourd'hui de poser un constat qui est effectivement il y a un souci dans l'éducation en France, dans la formation des enseignants, dans la souffrance des élèves, dans le mal-être de beaucoup de professeurs. J'ai encore un professeur la semaine dernière qui m'a dit, je crois que je vais démissionner, j'y arrive pas, j'ai envie de me former, j'ai envie d'essayer, mais il n'y a pas les sous pour la formation. Enfin, c'est beaucoup de professeurs qui sont en souffrance, oui. Et ça, justement, la formation, je sais que nous, en libéral, effectivement, on peut avoir des aides, mais c'est souvent notre choix de nous former, hein, c'est-à-dire qu'on prend l'argent pour se former. Dans l'éducation nationale, je pense qu'il y a des formations qui sont dispensées dans le cadre de l'éducation nationale, mais souvent, c'est aussi des démarches faites par les professeurs de façon un petit peu en plus quoi, de leur... Oui, ouais, c'est beaucoup de professeurs. Moi, les établissements dans lesquels je vais former, c'est un professeur qui m'a vu sur les réseaux sociaux ou à la télé et qui a fait la démarche de me contacter pour me demander d'intervenir dans l'établissement et qui après fait valider par son chef d'établissement. C'est beaucoup, beaucoup ça. Donc, c'est des professeurs voilà, qui sont passionnés, qui sont en recherche de nouvelles techniques, de nouvelles choses, de réponses aux problématiques qui sont en face d'eux dans la classe. C'est beaucoup, beaucoup ça, mais c'est vrai que j'ai des personnes qui viennent se former même sur leur fonds propres, hein, qui n'ont Oui, même pas d'aide ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve ça dur, quoi, oui, pour oui. les enseignants, de devoir débourser de l'argent de leur poche, quoi, pour se former. C'est quand même pas évident. Donc, oui, oui, il y a quelque chose à faire, mais sur les formations à l'éducation nationale, il faut voir aussi ce qu'ils ont comme formation. Il y a des choses qui sont superbes et il y a des choses, c'est hallucinant. Moi, j'ai un collègue donc, qui travaille en lycée, histoire-géographie, qui a eu une formation sur individualiser son enseignement, l'individualisation. Donc, la personne qui vient, j'imagine que c'est une spécialiste, un spécialiste de l'individualisation. La première chose qu'on leur a dit, c'est laisser tomber au lycée l'individualisation, c'est pas possible. D'accord. Oui. Donc, Comment c'est possible? 2 jours de formation, je ne sais pas combien ça a coûté cette formation à l'éducation nationale, mais 2 jours de formation et le formateur arrive et dit ça. Mais comment oui, c'est possible? Comment c'est possible que cette personne ne connaisse pas Montessori, Freinet, De Crowley, la classe renversée, la classe inversée, ce qui se fait au Canada? Enfin, je comprends. Voilà. Voilà, oui. c'était ça la formation. Enfin, c'est fou, quoi. Oui, et donc le formateur est motivé, il va à la formation et il retourne au bout de 2 jours un peu déçu en se disant oh, comment je vais faire encore quoi. C'est C'est complètement ça et je m'en rends beaucoup compte depuis que je forme des enseignants parce que les personnes me disent oh là là, mais c'est trop bien cette formation, c'est concret. Enfin, ils me font des compliments et je me dis, mais bah, pour moi, ça me paraît normal, quoi. Je me dis, mais ça devrait être comme ça toutes vos formations, en fait. Enfin, et on me dit, mais non, c'est trop abstrait, ou ça vient de personnes qui sont plus sur le terrain depuis 20 ans, ou c'est fou. Mais je sais, parce que moi aussi, j'en ai eu hein, des formations au CFA où dans la journée, j'ai le temps de refaire tout mon programme de l'année, quoi. Enfin, je fais tout sauf la formation. Non, mais c'est vrai, malheureusement. Donc oui, il faut vraiment porter attention à la formation des enseignants. C'est pas juste former pour former, c'est former correctement. oui. Donc, améliorer la qualité des accompagnements des enfants et la qualité de vie des pros passerait par la formation. Et il y a une autre question sur les concours. Voilà, avoir passé un concours, est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi valoriser un peu le métier d'enseignant? Parce qu'au final, c'est des métiers qui, à la base, voilà, l'enseignant, c'était une personne qu'on respectait. Tout ça, on voit bien que ça a quand même un peu changé. Donc, quelle serait l'autre méthode pour valoriser ces professionnels quand même de terrain? Est-ce que Euh, Oui, on peut continuer à passer un concours, mais il faut voir ce qu'on y met. Moi, on me dit, va passer un concours dans lequel il y a une épreuve de psychologie, une épreuve professionnelle, une épreuve où on demande de fabriquer vraiment quelque chose, un cours, une séquence pédagogique, mais pas une conférence, oui. un cours, un vrai cours qu'on ferait dans une classe de cinquième, dans un collège. Enfin,
un concours qui irait chercher vraiment la motivation, les compétences humaines, les neurosciences sociales, affectives, où on aurait tout ça, mais oui, avec grand plaisir en fait. Euh, mais aujourd'hui, il faut voir ce qu'on met dans le concours. Moi, quand j'ai passé le concours, euh, on m'a demandé de faire un cours sur l'huile en Grèce antique. Oui. Et on m'a jugé sur ça. On m'a jugé sur ça. Et on m'a demandé si la biographie en histoire était une approche dépassée. Et on ne m'a jugé que sur ça, que sur la connaissance, absolument pas sur le charisme, sur la pédagogie, sur le fait de porter sa voix, de regarder son auditoire. Enfin, c'est absurde. Et là, le concours, il a été modifié récemment. Il va dans le bon sens, mais c'est pas encore assez. C'est pas encore assez. Moi, j'ai rencontré des jeunes étudiants qui passent le CAPES. Ils m'ont dit, c'est ridicule ce qu'on est en train de nous demander, quoi. C'est ridicule. Et après, on s'étonne que plus personne ne veuille y aller. Mais je pense pas que ce soit lié juste à la rémunération. C'est lié aussi à la formation. Si on formait réellement des experts de la pédagogie, des gens qui sont capables de se dire, de voir, ah mais oui, cet enfant-là, il est dyslexique, du coup, je peux mettre ça en place. Cet enfant-là, il fonctionne plutôt à l'affectif, cet enfant-là, etc. Qu'ils aient tout ce bagage, eh bien là, il serait respecté. Beaucoup plus. C'est le cas dans des pays du nord de l'Europe où la formation pour devenir enseignant, elle est réputée comme extrêmement difficile, mais elle est extrêmement pratique. Et quand on dit je veux devenir professeur, eh ben, c'est aussi prestigieux que je veux devenir avocat ou je veux devenir médecin. La formation, elle est très complexe, mais c'est du terrain, c'est professionnalisant, quoi. Ouais. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas effectivement que la problématique du salaire. Il y a aussi après Mm. la formation et après sur place sur le terrain, il y a les problématiques aussi de manque de moyens humains et matériels. Il y a vraiment plusieurs facteurs quand même qui fait que c'est un peu compliqué actuellement. Complètement. Ah, complètement. Il y a plusieurs facteurs, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. On va continuer un petit peu sur justement, bon, donc actuellement, tu as arrêté donc le travail au CFA. Oui, j'ai pris une semi-année sabbatique. Voilà, donc est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de cet arrêt? Oui, première raison, j'étais très fatiguée parce que j'ai vécu avec le Global Teacher Prize une année complètement folle qui a changé vraiment ma vie. Et déjà, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. J'ai toujours beaucoup travaillé, mais ça m'a jamais gênée. J'avais un équilibre qui fonctionnait très bien. Mais d'avoir ça qui s'est rajouté par-dessus, beaucoup de demandes, d'aller dans les médias, de donner des interviews, pour démarrer des projets éditoriaux, de commencer à former des enseignants, donc de gérer, faire des factures, faire des devis, être dans la loi, etc. Enfin, ça m'a fait beaucoup de choses en plus et ça a été un peu trop. Donc déjà, j'étais fatiguée, donc j'ai dû choisir de stopper momentanément une de mes activités. Donc ça a été le CFA. Mais c'est absolument pas définitif parce que c'est vraiment ce que j'adore faire dans la vie, être devant ma classe, être devant mes élèves, c'est ma drogue. J'aime vraiment beaucoup ça. Et encore une fois, c'est eux qui m'inspirent. Donc si j'arrête ça, je perds. Je perds énormément. Je perds l'inspiration. Je perds la vision du terrain qui est pour moi très très importante quand je vais former des gens. Et c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup dans les professeurs que je forme. Ils me disent, on sent que c'est quelque chose qui fonctionne sur le terrain. On le sent dans la façon dont je l'explique. Donc c'est important. Voilà. Pourquoi le CFA? Et là, pour le coup, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, là, pour le coup, c'était vraiment une question d'argent, de salaire. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un professeur de CFA, enfin, en tout cas, nous, euh, au CFA en Normandie, on est payé en moyenne, on est payé au minimum 30% de moins qu'un professeur de l'éducation nationale, de collège ou de lycée. Et, Donc, ah oui, quand on voit oui, quand on voit que déjà les professeurs de collège et de lycée descendent dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas assez payés, que c'est difficile pour eux, vous imaginez même pas pour nous. Nous, c'est oui. 30%. Nous, on est les parents pauvres de l'éducation. C'est-à-dire que c'est très compliqué. On travaille plus longtemps, on fait plus d'heures par semaine, on a moins de vacances, on a des élèves plus difficiles.
Euh, on a plus d'élèves, plus de classes. Moi, j'entends des amis parfois qui me disent, oh là là, c'est compliqué, je dois remplir les bulletins, je ne te rends pas compte, j'ai 9 classes. Je dis, ouais, moi j'en ai 18. Ah Donc, oui. 18 fois 30, hein, quand il faut remplir les bulletins, les conseils de classe, etc. Et on est payé moins. Euh, c'est comme ça. On le sait. Moi, j'y suis allée, je le savais. Donc, j'y vais, voilà, avec la bonne humeur, etc. Mais aujourd'hui, ça me fait pas vivre. C'est pas ça qui me fait vivre. C'est mon plaisir d'aller au CFA. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir. Si on veut attirer les enseignants, Bah, de façon c'est pérenne. pas juste le plaisir. À un moment donné, il faut manger, quoi. Oui, voilà, c'est pour que ça soit du plaisir, mais que ça soit pérenne, parce qu'à un moment, le plaisir, si on ne peut pas manger, on ne restera pas longtemps. Ah, mais nous, au CFA, j'ai la moitié de mes collègues. La moitié? Ouais, facilement. La moitié de mes collègues, on a tous plusieurs activités. Oui, Parce que ça ne nous fait pas vivre très concrètement. Faut le savoir. oui. On a tous une autre activité. Donc, ça pèse. Ouais, ouais, ça pèse, ça nous fatigue. Moi, j'ai un collègue qui est presque à 60 ans, il travaille comme un fou, quoi. Il a deux, trois activités, c'est pour pouvoir s'en sortir dignement, quoi. Oui, donc là, et ça rejoint la problématique qu'on parlait au départ, c'est les temps de préparation. OK, c'est prévu dessus, mais si derrière, la fatigue, parce qu'on cumule 2 ou 3 emplois différents, en général, on a aussi une famille, une vie perso à côté. Exactement. Mm. Voilà, sur la durée, c'est compliqué d'être enseignant longtemps. Donc au final, ça crée des turnovers et ça ne doit pas forcément être bon non plus pour les établissements quand il y a trop de mouvements, quoi. Exactement. Exactement. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose à réfléchir autour de ça, autour de ce métier-là, oui. Ouais, Ça, ouais. c'est sûr. Ça, je ne savais pas, effectivement, qu'il y avait une telle différence entre les établissements. Mais oui, 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 nous, vraiment, moi, j'enseigne depuis 15 ans et j'ai des amis qui sont rentrés dans l'éducation nationale contractuelle et il y a 2, 3, 4 ans, ils sont payés 30 à 40% de plus que moi Ouais, ouais. pour travailler moins. Voilà, Voilà. c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc aujourd'hui, finalement, il y a le soutien scolaire à domicile, c'est ça, et la Le formation. soutien scolaire chez moi, dans mon agence, je me déplace pas à domicile, non. C'est du soutien scolaire dans mon agence, c'est des groupes de 5 élèves, voilà, donc j'ai ça. J'ai la formation des enseignants et puis j'écris beaucoup pour pouvoir diffuser la classe autonome, donc des projets, voilà, des projets éditoriaux, des projets moi personnellement aussi de formation, de faire des guides numériques, de mettre du matériel en vente en ligne déjà tout prêt, quoi, et les profs n'ont plus qu'à le découper. Bon, il y aura toujours découpé, plastifié, mais au moins il y a déjà quelque chose de prêt, et puis continuer à faire des vidéos aussi de méthodologie pour les élèves, etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Oui, ça prend énormément de temps. D'ailleurs, est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui ont envie de se lancer, justement, que ce soit enseignant ou autre, de se lancer? Ils ont des idées, des projets, hein. Les professionnels de terrain ont souvent plein d'idées, mais ils n'ont pas forcément la méthodologie pour se lancer. C'est pas si simple, hein. On vient de l'entendre. Il y a quand même des stratégies de communication. Il y a beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'il y aurait des conseils à donner aux professionnels qui ont envie de se lancer? Déjà, en amont, comment réfléchir le projet? Ben, oui, le premier conseil pour moi, c'est vraiment suivre son intuition. Il faut suivre son intuition, un. Deux, il faut pas avoir peur de l'échec. L'échec est le meilleur des maîtres. Donc C'est ce qu'on c'est, dit aux enfants aussi. L'erreur, c'est ce qui mais permet non, mais vraiment, d'apprendre. mais tellement. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai une agence de soutien scolaire qui cartonne. Voilà, on met souvent ça en avant, mais il faut pas oublier qu'il y a presque 10 ans, 9 ans maintenant, j'ai fermé ma première agence de soutien scolaire parce que ça fonctionnait pas. Et oui. Et Donc, donc, tu as c'est, appris. Et tu as appris de mais non, tes... mais j'ai complètement appris beaucoup de choses de la face dans le modèle que je proposais, dans la ville dans laquelle j'étais, dans le marché sur lequel j'étais. Enfin, j'ai appris énormément de ça. Donc, c'est pas parce que ça fonctionne pas une fois que ça fonctionnera pas ailleurs. Il y a des choses peut-être à modifier. Donc, non, se lancer, voilà, vraiment suivre l'intuition, euh, ne pas avoir peur de l'échec, ne pas trop écouter les autres. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Moi, si j'avais écouté les autres, je serais pas là aujourd'hui. Si j'avais écouté certaines personnes dans ma famille, dans mon entourage, je serais pas là. Moi, j'ai continué tête baissée mon truc et le jour où on m'a dit je suis top 10, j'ai repensé à tout ça, quoi. Eh oui. Et je me suis dit, mais j'ai tellement bien fait, en fait, d'y être allée comme moi, je le sentais, quoi.
Euh, et puis après, il faut de l'organisation. Il faut s'organiser. Moi, j'ai une petite feuille avec tous les jours de la semaine. Et le soir, quand je vais me coucher, j'écris sur ma feuille. Demain, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et faut pas trop charger. Sinon, on se lève le matin, on lit la feuille, on va se recoucher. Faut pas trop. Voilà, faut faire doucement aussi. C'est-à-dire que quand on a des gros projets, étape par étape, faut pas vouloir être trop gourmand trop vite. Mais vraiment, ouais, s'organiser, se faire des plages horaires. Si il y a de la communication à faire, par exemple, sur les réseaux, c'est très chronophage. Et ben, on se dit, voilà, tous les 2 jours, je prends 1 heure et demie et je fais que ça. Et je m'occupe de ça. Et faire des plages plutôt que vouloir tout faire en même temps. Sur des projets comme ça, moi, ce que j'ai fait aussi, un conseil, j'ai enlevé les notifications de mon téléphone. Ça me rendait folle, j'en avais trop. Et comme je suis quelqu'un qui aime pas voir les notifications, j'ai tout enlevé. Et voilà, j'ai mon créneau par jour du moment où je vais sur les réseaux, et ben je vais sur ma page Facebook, ma page Instagram, ma page LinkedIn, ma page TikTok, voilà, et je regarde tout et je loupe rien finalement plutôt que d'être toujours. C'est le problème aujourd'hui, on est souvent, on a le cerveau qui est accaparé par trop de choses Oui. en même temps. On fait beaucoup trop de choses en même temps. Séquencé, Oui, et puis il y a aussi découpé. cette problématique, on a l'impression qu'il faut répondre tout de suite. Et au final, on peut choisir aussi de dire, bah, quand il y a des commentaires ou autres, je ne répondrai pas dans l'immédiat, mais je répondrai dans la semaine. Parce qu'il y a Ah ça oui, aussi, hein, il y a cette problématique qu'il faut tout le temps répondre, 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 et ça peut devenir hyper ah chronophage. oui. Oui, oui, moi, c'est ce qui m'a fatiguée et j'ai vraiment vécu une période de surmenage, hein. C'est pour ça que j'ai aussi pris une année sabbatique, une demi-année sabbatique. Euh, c'est que moi, j'avais tendance à faire ça. Je répondais toujours tout de suite aux gens. Mais ça allait quand j'avais mon ancienne vie, j'ai envie de dire. Mais là, quand j'ai commencé à avoir des messages toute la journée, d'un seul coup, c'était plus possible. Je pouvais plus gérer comme ça. Donc, j'ai découvert la touche magique dans Google, dans Gmail, où on peut faire en attente ou le mettre le lendemain, etc. C'est, voilà, j'ai découvert des choses pour pouvoir gérer d'un seul coup tout ça qui arrivait, quoi, et qui faisait beaucoup d'un coup. Donc il y a aussi comme conseil prendre soin de soi et faire attention de ne pas se Non, faire. mais oui, Ouais, voilà. complètement, tellement, complètement. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, j'ai toujours gardé une vie sociale très active. Je fais beaucoup de choses, mais quand j'ai fini ma journée à 19h45, à 20h15, je suis avec les copains, avec un petit verre de vin, une planche de charcuterie. Et non, non, mais vraiment, vraiment, c'est important. Quand je dis ce que je fais, les gens me disent, mais quand tu dors, etc. Mais oui, je dors. En fait, je suis organisée. Je sais ce que je fais le matin, le midi, l'après-midi, j'ai mes plages où je sais que je dois préparer tel cours, telle chose, etc. C'est très, très organisé. C'est ce qui fait que j'arrive à faire autant de choses. Et tout mon matériel de classe autonome, toutes mes classes autonomes, je les prépare l'été, en fait. Oui. Ces fameux 2 mois de vacances où tout le monde dit, oh, vous avez trop de vacances et tout. Mais moi, je les passe au CFA, en fait. Je les passe au CFA, à la photocopieuse, en salle des profs. Je fabrique tout à ce moment-là. Comme ça, quand je commence mon année, j'ai plus qu'à dérouler. J'ai plus qu'à dérouler mon cours. Ça a été pensé. C'est plus facile. Donc non, la clé, c'est l'organisation. Bien sûr, prendre du temps pour soi, du moment pour soi, faire du sport ou de la musique ou n'importe quelle chose qui vous fait du bien, quoi. Et il y a, Mais non, non, bien sûr. et il y a une autre Mais chose quand même. Est-ce qu'il y a aussi s'entourer de bonnes personnes? Parce qu'on a dit ne pas écouter, mais des fois, quand on est justement, ça, c'est des choses qui ressortent souvent. Quand on se lance sur un projet, bah, le fait d'être des fois à deux, même si c'est pas forcément un collaborateur ou autre, ça, quand il n'y a plus rien qui va, bah, on a quelqu'un qui vient et qui nous rebooste un petit peu et qui nous remet un peu. Voilà, aussi s'entourer parce qu'il y a des hauts et des bas, hein, comme bah, c'est la vie, quoi. Quand on crée une entreprise, c'est aussi. s'entourer, oui. Alors, s'entourer, oui. Mais j'ai envie de dire, ça dépend de la personnalité. D'accord. Ça dépend des gens, je pense. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être entourées, qui vont avoir besoin d'être guidées, qui vont avoir besoin de cette force collective. Et pour certaines personnes, ça va être négatif. Donc, pas. Moi, je suis quelqu'un de très, très solitaire. J'aime travailler en solitaire. Si on me fait travailler avec du monde, ça va pas aller. C'est pour ça que je suis prof, hein. Faut pas se mentir. Voilà, j'aime créer, j'aime être seule dans ma classe avec mes élèves. J'adore ça.
Et j'ai beaucoup de mal encore, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, j'ai beaucoup de mal encore à travailler vraiment en équipe, même si pourtant j'ai monté des projets avec des collègues au CFA, des journées thématiques, etc. Mais donc ça dépend, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui ont l'instinct, qui ont l'idée, qui ont besoin d'aller seules dans leur projet. Il y en a besoin d'être entourées, c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut fuir les personnes négatives. Oui, Mais oui, ça, c'est sûr. Qui vont trouver des problèmes là où il n'y en a pas, qui vont dire oui, mais non, 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 ça, non, surtout pas. oui. Alors, faut croire dans ce qu'on fait et il faut y aller. Mais vraiment, il faut croire en ce qu'on fait. Moi, la première fois que j'ai fait quand j'ai construit ma classe autonome la première année, j'ai passé 150, 200 heures l'été à faire ça, à créer ça. Et dans ma tête, je me disais, il y a intérêt à ce que ça marche parce que j'ai rien d'autre. C'est-à-dire, si ça fonctionne pas, j'ai pas d'autres cours d'un autre format, quoi. Donc, c'est pour dire à quel point j'étais pas sûre du tout de ce que j'allais faire, quoi. Mais j'ai suivi l'intuition. Je me suis dit, allez, on y va, on va. Et vraiment, quand je dis que je l'ai vu la première fois, j'ai été bluffée. C'était vraiment aller au-delà de mes espérances. C'est vrai. Et les profs que je forme me disent la même chose. Ils me disent, il s'est passé un truc dans la classe, c'est incroyable. J'ai encore reçu des messages la semaine dernière de profs qui me disent, mais merci. Mais ça a tout changé dans ma classe, dans mes classes, dans ma façon d'enseigner. C'est trop génial, quoi. Donc, si l'enseignant est bien, je suppose que les enfants et adolescents et les parents sont ravis aussi. J'espère. Ah ouais. Ça, il n'y a pas trop de J'espère, oui. doute, hein. Les jeunes, alors si, les jeunes, oui. Les Les jeunes. élèves, les élèves, quand on fait des sondages anonymes, les élèves à 98%, ils recommandent la classe autonome. C'est, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Je pensais pas qu'on arriverait à toucher autant de profils différents. Donc oui, oui, les élèves, ils adorent. Les parents, moi, en CFA, je les vois pas. Très peu. J'ai très peu de retours des parents. Par contre, en soutien scolaire, oui. Et en soutien scolaire, oui, les parents sont ravis, sont vraiment très contents. J'ai même des élèves qui reviennent parfois d'une année sur l'autre alors que je suis pas sûre qu'ils aient réellement besoin de soutien scolaire. Euh, Ouais, mais là, ça Ils viennent questionne parce que, la confiance en soi, justement. Ça leur donne ouais, moyen de s'épanouir, peut-être. mais oui, ils sont contents d'être là, ils sont contents d'avoir quelqu'un qui les écoute, avec qui ils peuvent aussi rigoler, mais travailler. Ils se sentent soutenus, ils se sentent moins stressés. Parce que ça, c'est un vrai problème aujourd'hui à l'école, hein, de jeunes qui ne se sentent pas bien. Et je pense que l'ampleur du phénomène n'est même pas ce qu'on imagine. Le stress. C'est, moi, j'ai une gamine que j'avais en sixième ici en soutien scolaire. Elle se rongeait à 100 hein, la peau autour des doigts. Et un jour, je lui dis, mais tu t'es blessée. Enfin, je vois la peau est vraiment abîmée. Je lui dis, mais tu t'es blessée et tout. Et elle me dit, non, non, c'est moi, je me mange comme, parce que je stresse d'aller au collège. Ouais. En sixième. Ouais, Mais comment sixième, c'est et ça possible un commence de truc plus en comme plus tôt. ça? Et ça commence pour les Mais enfants en comment c'est situation de possible? handicap, on le voit, oui. Enfin, et c'est ce que je dis aux professeurs parfois qui sont un peu sceptiques sur la classe autonome ou qui me disent, oh, mais non, moi, mes classes et tout, c'est bien. Mais je dis, c'est pas parce que tes élèves, ils sont bien élevés, qui disent rien, qui notent sans rien dire, qui sont pas en souffrance, qui sont pas en train de s'ennuyer, qui sont pas. Parce que moi, je les récupère après à 17 heures et ils me disent, le cours de philo, c'était horrible. On a fait que dicter, écrire pendant 2 heures. Le cours, et même dans les lycées, qu'on appelle les grands lycées, les lycées de centre-ville notamment, etc. Moi, j'ai des élèves qui viennent de ces lycées-là et qui me disent franchement, le cours, il est chiant, le prof, il fait que parler, on fait que écrire. Enfin, ça existe encore, ça, malheureusement, aujourd'hui, alors qu'on sait avec les neurosciences que c'est pas comme ça qu'on apprend, quoi. Oui. Non, le stress, la pression, les jeunes l'ont énormément et effectivement, les enseignants le voient parfois, mais pas toujours. Et c'est les parents aussi qui récupèrent leurs enfants comme ça. Et ça aussi, le dialogue avec les parents, les Mm. enseignants ou les professionnels, nous, c'est une vraie thématique parce que les enfants, on a beau dire, mais ils ne sont pas pareils à la maison, à l'école ou chez... voilà, et ils vont se Complètement, permettre de dire des choses qu'ils ne diront pas forcément à l'école. Parce qu'il y a le regard complètement. aussi des copains, parce qu'il y a plein de Ah, choses. bien sûr, Voilà. complètement. Et le rapport avec les parents, c'est super important. Et j'ai vu des professeurs là
je sais plus exactement, c'est dans la région parisienne, qui ont mis en place un système comme ça, justement, où ils avertissent tout le temps les parents de tout ce qu'il faut faire, des devoirs, de comment ça se passe, etc. Et ils ont réussi à faire 100% de réussite depuis des années au bac en changeant, voilà, ce trio, quoi, école, élèves, parents. Et je trouve ça super. Vraiment, c'est sûr qu'il faut aller chercher beaucoup plus euh, les parents, les tenir au courant plus. Ça, Voilà. c'est un truc que je fais pas assez, moi, qu'il faudrait que je développe, ça c'est sûr. Voilà. Comme quoi, on apprend toute sa vie quand on est prof. Oui. Oui. Ah, mais vraiment, j'ai beaucoup Après, il de y aura choses à apprendre. d'autres problématiques parce qu'après, on rentre aussi dans des problématiques de précarité ou de culture. Et là, c'est aussi une autre problématique pour impliquer les parents. Mais déjà, voilà, il y a la volonté, les choses peuvent se mettre aussi en place quand même. Voilà. Bon, bah merci. Alors, j'avais d'autres questions qui sont plus un peu en lien avec justement l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, je voulais savoir, Oui. quel est l'impact de ton expérience professionnelle sur ta vie privée? Parce qu'on voit quand même que tu es très active entre la formation. Donc voilà, est-ce que ça a un impact sur ta vie perso? Je ne sais pas. Est-ce que ça a un impact sur ma vie perso? Mais j'ai la chance d'avoir un mari déjà qui a compris très tôt que j'étais hyper active et que fallait ça bouge tout le temps, fallait que je fasse beaucoup de choses. Donc lui, il vit sa vie indépendamment, j'ai envie de dire. Non, mais voilà, il a compris ça très, 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 très tôt. Donc, ce qui a eu un impact sur ma vie privée, c'est le changement. C'est d'un seul coup quand il y a eu la notoriété. Ça a été dur parce qu'il y a eu d'un seul coup beaucoup trop d'activités sur déjà moi une semaine qui était très remplie. Et là, oui, oui, moi j'ai vraiment vécu une période de surmenage. Où je me suis dit à un moment donné, je vais pas tenir quoi. Ça va, je vais me noyer. Et là, pour le coup, le fait de ce que tu disais tout à l'heure d'être entourée, ça a été important que mon mari il le voit ça et qu'il me dise mais ça va le faire, on va y arriver, on va trouver des solutions, etc. Ça, c'était important, mais je pense que ce qui est important, c'est savoir voir quand on tombe, quoi. Euh, Parce qu'on a beaucoup, enfin moi j'avais beaucoup cette image-là de faut être fort tout le temps, faut être au top tout le temps, faut pas se plaindre, etc. Et quand je me suis sentie vraiment, vraiment, quand j'ai senti vraiment la fatigue, le surmenage arriver, d'être capable de me dire, bah non, là c'est trop, stop. Oui. Il va falloir réfléchir, se poser, trouver une solution. Et voilà, et c'est là que j'ai eu cette réflexion qui a duré quand même plusieurs mois de me dire, bah, peut-être qu'il faut arrêter pendant un petit temps une des activités. Ouais, savoir dire stop et savoir dire là, je suis KO, quoi. Euh, C'est stop une activité pour développer les autres. C'est quand même, Pour développer d'autres et voilà. puis aussi pour prendre du temps pour moi. Moi, maintenant, voilà, comme j'ai plus le CFA le matin, je me lève, je fais un peu de yoga, ça me détend, je fais un peu de piano, je reprends le temps voilà, de faire mes courses, de cuisiner. C'est des choses qui sont super importantes dans mon équilibre à moi. En fait, après, chacun trouve les activités qui, dans son équilibre à lui, lui font du bien, mais non, non, c'est pas grave en fait de faire une pause. C'est pas oh là là, vous êtes des feignants ou si tu en as besoin, tu fais. Ouais. Après, voilà, faut trouver le bon rythme, quoi. Pas toujours se comparer aux autres. Ça, c'est un souci qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, hein. C'est qu'on se compare énormément. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est attention, les réseaux sociaux, on vous montre du positif. C'est rare que je prenne une photo quand ma classe elle part à volo et que je vais m'énerver sur un élève et que non, là, dans ce moment, j'ai pas le temps de prendre une photo ce jour-là. Elle est pas sur Instagram, il est pas sur Instagram ce moment-là, quoi. Donc oui, non, pas trop se comparer, être dans le ressenti de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait du bien, voilà, essayer de trouver cet équilibre. C'est sûr. Dans ma vie, oui, dans ma vie perso, c'est sûr que j'ai senti une année vraiment, vraiment différente et j'ai senti oui, le surmenage, là, je l'ai vraiment senti très fort. Et à l'inverse, de quelle manière ta vie privée a influencé finalement ton parcours professionnel? Euh, c'est une super bonne question. Est-ce que ma vie privée a influencé mon parcours professionnel? Je suis pas sûre. Je suis en train de réfléchir, mais
Bah, si, ce qui a influencé mon parcours professionnel, déjà, c'est l'exemple de mes parents. Ils sont, L'exemple de mes parents, qui sont des gens qui m'ont toujours dit, dans la vie, tu veux quelque chose, tu bosses, quoi. Tu travailles, c'est le fruit de ton travail. Tu peux avoir des grands rêves, tu peux avoir des rêves, voilà, mais fais ce qu'il faut pour. Si tu as des grands rêves, fais ce qu'il faut pour les atteindre, quoi. Donc ça, oui. Mon papa aussi. Mon papa, moi, il a fait un CAP menuisier et il m'a toujours parlé de cette souffrance à l'école, de ses profs qui étaient complètement à l'ouest, de paroles maladroites d'enseignants, donc dans les années 70-80 déjà, hein. Euh, et ça m'a beaucoup marqué, de me dire quand je serai prof, bah, faut que je fasse attention à ça, quoi. oui, oui. Moi, j'ai mon père je me souviens quand j'étais jeune, qui faisait encore des cauchemars, quoi, de son prof de maths, Ah oui. à 40 ans, à 45 ans, qui se levait la nuit en disant non, non, faut pas m'envoyer au tableau, faut pas m'envoyer au tableau, quoi. Donc, c'est un vrai traumatisme. Oui. Et il faut le voir, il faut l'entendre, ça, il peut y avoir une vraie souffrance, un vrai traumatisme. Donc ça, oui, ça m'a beaucoup influencé. Ma maman qui est quelqu'un de... Je pense qu'elle aurait pu inventer la classe autonome. Vraiment, parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours dit, quand tu formes des gens, quand tu es devant des gens, il faut que ce soit percutant. Si les personnes baillent en face de toi, tu as perdu. C'est trouve des choses, trouve des ateliers, trouve des choses qui font que ça va mettre la personne en action. Donc déjà, elle m'a transmis ça, je pense. Oui. Elle était enseignante? Pas du tout, elle est formatrice en entreprise, mais je trouve qu'on s'inspire pas assez des formateurs en entreprise en tant Oui. qu'enseignant. Moi, j'ai travaillé pendant des années chez Decathlon, par exemple, quand j'étais étudiante, et j'ai appris énormément là-bas, à travailler avec des deadlines, euh, à travailler vraiment bah, en équipe, on est obligé. Ça m'a beaucoup appris. Je trouve que dans la formation des enseignants, nous, quand on avait des formations, quand on devait faire des présentations devant tout le magasin de nos chiffres du mois, du trimestre, etc., eh ben, on devait faire des trucs rigolos, on devait faire des trucs inventifs. Si on arrivait avec un tableau Excel avec juste des chiffres, bon, c'était foutu, on se faisait démolir, quoi. Mais Oui. même ça, moi, je le vois. Moi, je le vois aujourd'hui quand on nous fait des réunions au CFA, c'est des réunions comme ça, quoi. Avec des trucs, des tableaux Excel, c'est illisible, on comprend rien, on n'en retient surtout rien. Donc, non, il faut s'inspirer de ce que font les formateurs en entreprise. Ils font des trucs super. Oui, bah, c'est un peu l'idée hein, de l'association aussi, c'est de mélanger les mondes et de effectivement de prendre un peu ce qu'il y a à prendre de chaque côté et de créer des liens parce que c'est ce qu'on disait au départ un peu en off, on est encore un peu trop cloisonné et c'est dommage. Complètement. 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 Non, bien sûr, il y a des choses à prendre partout, des bonnes choses à prendre partout. On va finir un petit peu sur le podcast en parlant de la qualité de vie au travail. Donc, la qualité de vie au travail, ça se définit souvent avec quatre axes. L'importance du dialogue interprofessionnel, hein, donc qui est autour de tous les professionnels qui accompagnent les enfants et adolescents, permettre un mieux-être personnel, trouver un équilibre vie privée, vie pro et redonner du sens dans nos pratiques professionnelles. Nous, c'est ces quatre axes qui nous paraissent indispensables. On ne peut pas travailler que sur un. On pense qu'il y a les quatre. Mais dans le cadre de Oui. ce podcast, on aimerait avoir ton avis. Et aujourd'hui, lequel serait le plus important pour toi? Le sens, Le sens. mmh, ouais. Donner du sens à ce qu'on fait, c'est super important. Et je pense que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les gens lâchent. Parce que ça n'a pas de sens. C'est... Moi, je vois bien, aujourd'hui, ça fait 15 ans que je fais du soutien scolaire. Et il y a des moments donnés, je fais des choses et voilà, je le fais parce que c'est les programmes, parce que c'est à ça que je dois préparer les élèves pour un examen, mais je vois bien que ça n'a pas de sens. Je- mais même les élèves, ils me regardent, ils me disent, mais pourquoi je fais ça? C'est l'examen, c'est le bac, c'est comme ça, quoi. Il y a des choses parfois où je me dis, il y aurait des choses à retravailler, à réfléchir. Ouais, le sens, et je pense que c'est la nouvelle génération là, de gens qui arrivent sur le marché du travail, ils sont très sensibles à ça. Oui, avec l'environnement et tout ça, c'est Au des sens. thématiques super importantes. Yeah. Mais ce qui est rigolo aussi dans ce que tu dis, c'est toi-même, quand tu mets pas de sens, même en cours particulier, l'enfant tout de suite, il le voit et il a forcément du mal à s'impliquer dans l'apprentissage aussi.
Donc, dans notre posture, on le transmet d'une certaine Complètement. façon. Complètement. Et c'est là qu'il faut remettre du concret, en fait. Mm. Il faut vraiment mettre du concret. Une fois, j'avais une élève, on faisait les conversions. Et je voyais bien que c'était compliqué pour elle et tout, on fait les conversions. Et à un moment donné, je sors, je vais dans ma cuisine, parce que donc mon agent, c'est chez moi. Je sors, je vais dans ma cuisine et je lui ramène un truc que j'avais acheté, c'était pour faire des pancakes. Et fallait derrière, tout était déjà prêt, il fallait rajouter de l'eau, un œuf, du beurre, etc. Et dans l'eau, c'était écrit en décilitres. Et je lui dis, bah, vas-y, on fait la recette là, si on fait des pancakes pour le goûter, tu mets combien? Parce que je dis, si tu mets pas la bonne quantité, ça va être dégoûtant, quoi. Et d'un seul coup, de se rendre compte que, ah bah oui, en fait, dans la vie, c'est possible que je sois confrontée à ce problème de, il faut que c'est en décilitres, je veux le mettre en centilitres ou en litres. C'est important et moi j'essaie de leur mettre tout le temps du concret comme ça quand on fait les fonctions, de leur dire bah voilà regarde tu montes une entreprise, tu veux vendre ça, tu montes un truc sur TikTok, tu veux vendre machin, bah, il faut que tu aies tes coûts, ton machin, les coûts fixes, ce qui va être en pourcentage, et ben c'est une fonction affine. Ah ouais d'accord ok machin. Des choses vraiment très concrètes. Et ça, ils aiment quand on leur fait vraiment du concret et des choses où ils se disent, ouais, ça va me servir dans la vie. Quand je fais le grand oral, je leur apprends la rhétorique et vraiment comment détecter des types d'arguments qui sont utilisés contre soi, comment les retourner, etc. Et j'avais eu un texto au premier cours d'une élève qui m'avait envoyé, m'avait dit, mais Juline, c'était trop génial ton cours. Oh là là, c'est des vrais trucs qu'on va vraiment utiliser dans la vie. Et j'ai senti que, waouh, c'est trop rare, quoi. C'était, si à l'école, je pouvais avoir plus de choses comme ça qui me servent vraiment, c'est, C'est donc vrai. ouais, le sens. Mais le sens, c'est pas forcément que qu'est-ce qui va me servir dans la vie. Moi, je sais que quand je leur fais faire les maths, théorème de Pythagore, théorème de Thalès, ils me regardent tous avec des grands yeux, genre, mais jamais je vais faire ça dans la vie. Je leur dis, mais en fait, c'est pas tellement que tu vas pas faire le théorème de Pythagore ou de Thalès, mais la rigueur que tu as apprise de la méthode scientifique, elle va te servir dans la vie, cette rigueur-là, de trouver une solution à un problème, de trouver. Moi, ça m'arrive très souvent, où je vois bien autour de moi, euh, parfois des gens qui ont voilà, des problèmes, tac, des choses à résoudre, et tout de suite, moi, j'ai la rigueur mathématique qui me vient de mon prof de mathématiques et qui me permet de résoudre certaines choses. Et de ne pas abandonner. Et c'est en lien avec la motivation aussi. La De persévérance, bien chercher, sûr. voilà, la Oui, persévérance. les maths, ça apprend la persévérance. Oui, les maths, ça apprend la persévérance complètement. Voilà. Merci beaucoup. On va finir le podcast avec une citation, si tu en as une citation qui t'aide, qui t'accompagne. Oui, j'en ai beaucoup. Hein. J'ai beaucoup de citations qui sont écrites dans les murs de sur les murs de mes salles de classe, mais je pense qu'il y en a une qui résume moi que je suis et ce que je fais dans la vie. C'est vraiment carpe diem. Parce que ça regroupe tout, c'est-à-dire profite de ce jour, mais ça veut dire profite pour faire des choses qui ont du sens, profite de t'émerveiller du monde, parce que ça, quand on grandit, on le perd malheureusement. Profite pour aider les gens, profite de faire des choses voilà, qui te font du bien, mais profite aussi de cette journée pour travailler, pour apporter quelque chose aux personnes avec qui tu travailles, pas forcément quand on est prof, mais voilà, remplis bien tes journées, quoi. Profite, mais ça veut dire aussi remplis, parce que c'est Léonard de Vinci qui disait une journée bien remplie amène un bon sommeil et une vie bien remplie amène une mort paisible. Et j'adore cette citation de Vinci qui me caractérise très bien. J'ai des journées bien remplies. J'en ai bien rempli. Bon, bah, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce podcast? Non, ben non, non. Moi, merci pour le travail que tu fais, le travail de l'association. Mais non, mais c'est super important, quoi. C'est Bah, merci. bravo, bravo. Merci, merci. Merci beaucoup. Si vous cherchez des informations, des notes, des références en lien avec ce podcast, allez directement sur le descriptif de celui-ci. Si vous souhaitez me contacter pour me parler de mon travail, me proposer de nouveaux sujets ou me présenter des invités, vous pouvez me contacter directement via le site internet de notre association www.solairlab.org. Solaire, lab, SOLAIRLAB.org.
Si vous appréciez tout ce travail, si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des mots doux dans les commentaires, à partager sur vos réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles quand c'est possible. C'est vraiment important, cela donne le moral, cela nous aide à nous faire connaître et à faire connaître l'association. En tout cas, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.